ça ne peut être qu'une condamnation de l'utilisation de la force dans une circonstance où, lorsque vous avez une armée qui est face à des gens qui eux ne sont pas armés, même si on dit qu'ils avaient des bâtons ou des petites choses comme ça, quelque part, là, l'utilisation de la force, elle est bien évidemment problématique. J'essaie de réfléchir au niveau de la tradition juive, et je me dis que bien évidemment, il y a un moment où il faut que la réflexion religieuse essaye de mettre en avant une approche qui permette aux siens, c'est-à-dire à ses propres fidèles dans sa propre communauté, de prendre conscience de problématiques qui, par ailleurs, ils ne voient pas nécessairement. Et je pense que il y a parfois au niveau de la communauté juive et au niveau d'Israël, peut-être encore plus fort, mais aussi de la communauté juive en général, une sorte d'amnésie tout à fait involontaire par rapport à la violence que parfois nous commettons vis-à-vis des autres. Et là, en particulier vis-à-vis alors des Palestiniens en général, bon, dans ce cas précis des soutiens à la cause palestinienne de Gaza, je crois que le rôle d'une religion ici, c'est pas de chercher des excuses politiques quand il y a un véritable problème. Je crois qu'il faut mettre la réalité en face, parce que c'est uniquement lorsque l'on voit cette réalité que éventuellement on est capable de s'en extirper par la suite. Moi, je pense souvent au récit biblique, par exemple, du livre de Josué, qui est un récit sur la guerre, qui est un des récits les plus détaillés sur la guerre, et je suis toujours frappé de la façon crue des images qui sont évoquées par le récit biblique, c'est-à-dire des images d'une violence extraordinaire. Et je me suis toujours dit, les images sont là parce qu'il ne faut pas justement tomber dans cette amnésie ou dans cette vision symbolique de la guerre, comme quoi finalement c'est pas si terrible. Il y a un moment où c'est la réalité de la description de l'image qui fait prendre conscience de quelque chose. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant que rabbin, il y a peut-être quelque chose à dire lorsqu'il y a des dérives telles que celle-ci, avec les tragédies humaines qui sont représentées derrière. C'est une condamnation très claire de ce qui a pu se produire effectivement, mais qui n'est pas une première. Donc moi, ce que j'ai envie en fait d'amener comme type d'exercice au niveau de la réflexion, c'est véritablement sortir de la logique réactive à la lumière de l'événementiel. C'est-à-dire une condamnation qui est portée par un certain nombre de principes, mais qui n'est pas paramétrée, qui n'est pas dictée par l'actualité exclusivement. C'est-à-dire que autant l'action que j'ai menée et que je mène aujourd'hui doit me conforter dans l'engagement de la dénonciation de ce qui peut se produire, de ce qui s'est produit là, mais en même temps, je me pose en tant que critique par rapport à mes actions d'hier, c'est-à-dire avant cet événement-là. Et donc il y a effectivement un certain nombre de conjonctures à travers le monde qui nous demandent en tant que citoyens et citoyennes de se mobiliser à la lumière de ce qui nous habite, de ce qui nous anime. On vient d'entendre la mobilisation, en tout cas de la voix juive, à partir de son ancrage religieux, à partir de ses références religieuses. Comment est-ce qu'elle active une logique et une harmonisation qui développe, si vous voulez, un regard sur les textes, mais qui développe également une éthique. Et ça demande énormément de courage, c'est-à-dire énormément de distanciation qui peut nous permettre finalement de poser les bonnes grilles de lecture. Or, la grille de lecture, effectivement, nous montre qu'il faut dénoncer certaines choses, mais nous ne sommes pas sur un jeu de dames. Donc il n'y a pas les pions blancs d'un côté et les pions noirs de l'autre, il y a la réalité d'un jeu d'échecs, où il y a effectivement un certain nombre de fous, où il y a également des chevaux qui se mobilisent, c'est-à-dire qui activent en tant que citoyens, militants, etc., qui activent un certain nombre de dénonciations. Il y a des structures qu'on peut voir qui sont des espèces de tours qui donnent des condamnations un peu mielleuses et qu'on voit autour de nous. Et donc on est là sur un échiquier très compliqué, entouré de rois et de reines qui parfois prennent des décisions, parfois condamnent, parfois nous amènent vers un certain nombre de dérives. C'est la problématique de fond qui est double, c'est-à-dire d'une part la problématique par rapport au fait qu'on ne peut pas enfermer 1,5 million de gens. On ne peut pas enfermer 1,5 million de gens. Je crois que c'est au-delà du bon sens, je veux dire, c'est faux. Au-delà du bon sens, ce n'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est une punition collective. Le Hamas, ce n'est pas des enfants de cœur, j'ai aucun doute sur la question. Ceci dit, on ne peut pas faire de punition collective, c'est tout à fait contre l'esprit d'une tradition religieuse et de toute une éthique en général. Cette idée effectivement, il y a une lourdeur, il y a un passif, il y a une grande difficulté à la rencontre, mais à mon sens, pour développer justement ce travail, ces plateformes de rencontre, il va falloir impérativement les placer en deuxième position.
Et je crois qu'aujourd'hui, la première position, et celle qui est à mon sens centrale, c'est celle qui va régler un certain nombre de problématiques. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, c'est la fameuse logique, parler de paix s'il n'y a pas de justice. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de collaboration, d'échange, de rencontres, etc. devant une population de plus d'1 million d'habitants qui est aujourd'hui quasi asphyxiée à ciel ouvert. Donc il y a, si vous voulez, un certain nombre d'urgences qu'il faut régler pour actionner immédiatement après les priorités. Je crois que le problème, c'est que c'est dans cette critique d'Israël que se trouve la nature juive de l'État. La nature juive de l'État d'Israël, elle n'est pas simplement dans une majorité de population contre une autre. La nature juive de l'État, elle n'est pas simplement dans le fait que les bus ne fonctionnent pas le Shabbat ou que les avions d'El Al ne fonctionnent pas le Shabbat. La nature juive de l'État, elle est aussi dans cette réflexion critique qui cherche des sources dans des repères traditionnels. Et moi, c'est ça ce que je fais, tout en prônant un amour profond pour l'État d'Israël. Moi, je suis français, mais je suis aussi israélien. J'ai fait mon service militaire en Israël. C'est un État que j'adore, c'est un État que je respecte beaucoup. C'est un État qui fait beaucoup de choses extraordinaires. Et en même temps, c'est un État qui est capable de faire des choses complètement fausses, complètement épouvantables. Je crois que parfois il y a une confusion dans les grilles de lecture, c'est qu'on met en évidence un certain nombre de priorités, ou parfois même, j'irai plus loin, qu'on glisse dans une espèce de lecture géopolitique des réalités vers une lecture de dialogue interreligieux. Et ça, à mon sens, ça me semble très problématique. Nous ne sommes pas ici dans la logique d'une rencontre entre un peuple supposé musulman et un peuple supposé juif. Nous sommes dans une rencontre ici où la réalité géopolitique est déjà très compliquée comme cela, donc ne mélangeons pas les choses. Et puis je crois qu'un certain nombre d'initiatives, c'est peut-être là où je ne serais pas d'accord, que de juifs et de musulmans qui se rencontrent à la lumière de le principe peuvent mettre en évidence un certain nombre de démarches très concrètes. Et une des démarches concrètes, c'est déjà de se mettre ensemble et de discuter de ces réalités, de ces complications, de ces problématiques-là, et tenter de comprendre. Tenter de comprendre la réalité, mais tenter également de déconstruire la logique qui fait le discours de l'autre. Et donc ça, à mon sens, ça me paraît fondamental. Et l'exercice auquel on se prête aujourd'hui répond déjà en partie à cette dynamique du dialogue.